Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne de Physique Chimie. Aujourd'hui, on va parler du chapitre comportement ondulatoire et on va rentrer dans la deuxième partie du chapitre avec le thème des interférences. Comme beaucoup en physique chimie, on aime bien ramener les choses en fait de manière pratique. Pourquoi? Parce que c'est une science appliquée. En fait, la physique chimie, ça sert à faire des trucs utiles, hein. Et c'est pas simplement des formules théoriques qu'on utilise pour des exercices absolument farfelus, c'est vraiment pour aider les gens et faire des trucs pratiques. Du coup, on va commencer avec un exemple extrêmement pratique. Prenons ce casque. Ce casque, il possède la technologie anti-bruit, la technologie noise cancelling. C'est une technologie aujourd'hui assez répandue et elle est très pratique vu que ça permet d'annuler totalement le bruit d'une foule, le bruit de la rue quand on porte le casque. Et ça marche grâce au phénomène d'interférence. En fait, le son qui arrive, c'est une onde mécanique et il arrive dans nos oreilles et il fait vibrer nos tympans. Sauf que ce casque-là, ce qu'il fait, c'est qu'il émet une onde complémentaire à celle du son qui arrive, et ces deux ondes, celle émise par le casque et celle du bruit ambiant, s'annulent par interférence, et donc ça donne juste le calme plat, du silence absolu. Et c'est fantastique. On va voir exactement comment ça se produit et comment on peut l'utiliser en physique. Du coup, commençons avec cet exemple. Prenons par exemple une corde. Supposons que le truc bleu c'est une corde et que deux personnes de chaque côté de la corde secouent la corde vers le haut comme ça. Ouais. Ça crée une perturbation du milieu, ce qu'on appelle une onde, qui se propage. Vous voyez que chaque côté, enfin chaque onde produite de chaque côté, va se rencontrer forcément au milieu et qu'ils ont une amplitude moyenne. Mais que l'amplitude de l'onde quand ils se rencontrent, quand les deux ondes se rencontrent, quand les deux pics se rencontrent, est extrêmement importante. Beaucoup plus importante. En fait, on peut même dire que cette amplitude-là, elle vaut deux fois l'amplitude de chaque pic. En fait, cette amplitude-là, c'est la somme des deux autres amplitudes. On voit donc que ces ondes-là, elles ont interféré entre elles. Les deux ondes ont réagi entre elles. Il y a eu une interaction entre ces deux ondes qui fait que quand les deux ondes se sont rencontrées, elles ont formé un pic très très grand avant de passer chacune de leur côté. Voilà, ça c'est une interférence. Et une interférence, quand deux ondes se rencontrent et qu'elles produisent un pic encore plus grand, c'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Si jamais les ondes arrivaient dans le sens contraire, par exemple une onde va comme ça et l'autre onde arrive vers le bas parce que la personne à droite a fait le malin et il a secoué la corde vers le bas à la place de secouer la corde vers le haut. Du coup, quand elles se rencontrent, ça fait quelque chose comme ça. Le moment où elles se rencontrent, elles se passent l'une par-dessus l'autre, c'est le calme plat. Et ensuite, les ondes continuent chacune de leur côté. Ouais. Et ça, c'est le phénomène qu'exploite le casque anti-bruit. Quand il y a une onde, disons vers le haut qui arrive, lui il envoie une onde vers le bas, ça s'annule, et ensuite les ondes partent chacune de leur côté. Mais quand ça s'annule, au niveau de nos oreilles, autour du casque, il n'y a pas de bruit. Et c'est fantastique. Voilà ce que c'est que la technologie anti-bruit. Et ce genre de technologie, où deux ondes complémentaires, opposées, en fait, s'annulent, c'est ce qu'on appelle une interférence destructive. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était, en gros, on va essayer de le quantifier, de le qualifier pour pouvoir travailler avec. Prenons deux exemples. Un exemple d'interférence destructive et un exemple d'interférence constructive. Déjà, commençons par identifier lequel est quoi. Celui de gauche, c'est l'interférence destructive, parce qu'il y a le calme, et celui de droite, c'est l'interférence constructive, parce que vous voyez que l'amplitude et le creux correspondent à la somme de chaque amplitude et de chaque creux séparé. Vous voyez bien que chaque creux ou amplitude correspond à une barre, et que la somme, donc, elle fait deux barres à chaque fois, au niveau des pics et des creux. Oui. Alors essayons de comprendre maintenant pourquoi dans un cas ça fait des ondes constructives et dans un cas ça fait des ondes destructives. Avant de procéder directement à ça, on va regarder vite fait le schéma pour voir de quoi il en retourne. On a fait un schéma qui présente l'amplitude de l'onde en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle la période. Déjà, il faut qu'on commence par identifier le motif qui se répète. Il est là, vous le voyez, c'est un pic, un creux. Et ça se répète, un pic, un creux. Ouais. Et c'est en fonction du temps.
Par exemple, on peut supposer que deux ondes de même nature sont lancées en même temps. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. J'ai parlé de deux ondes de même nature. Il faut préciser quelque chose. Ce n'est pas n'importe quel type d'ondes qui peuvent interagir entre elles par interférence. Ce sont ce qu'on nomme des ondes, attention, ça c'est un mot de vocabulaire extrêmement important, cohérentes. Retenez-le bien parce que souvent on vous demande de le donner au contrôle, on vous demande d'expliquer ce que ça veut dire. Donc deux ondes cohérentes, ce sont deux ondes qui peuvent faire des interférences entre elles. Et pourquoi? Parce que ce sont, attention, il faut deux choses. Ce sont deux ondes de même nature et deux ondes qui ont la même fréquence et la même longueur d'onde. Donc deux ondes de même nature, ça veut dire deux ondes sonores, deux vagues, deux vibrations d'une corde, deux rayons lumineux. Mais un rayon lumineux et une corde, ça ne peut pas interférer entre eux. Une vague et une onde sonore ne peuvent pas interférer entre eux, parce que ce ne sont pas deux ondes de même nature. Et deuxièmement, il faut que ce soit des ondes de même fréquence et de même longueur d'onde. Une onde qui serait comme ça, et une onde qui serait comme ça, ne peuvent pas vraiment interférer entre elles. Du coup, il faut que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les exercices et les travaux pratiques, les ondes qui interagissent entre elles par interférence, ce sont des ondes qui viennent de la même source. En fait, souvent, les ondes qui font de l'interférence, ce sont des ondes qui viennent du même endroit. Mais par exemple, il y en a une qui a fait un écho, qui a rebondi, qui a pris du retard par rapport à l'autre, et ensuite, elles vont interagir entre elles par interférence. Mais c'est très difficile, en fait, de faire en sorte que deux ondes s'annulent à partir de sources différentes. C'est pour ça que la technologie noise cancelling, elle est tellement surprenante et tellement utile. Du coup, analysons ce schéma pour voir pourquoi il y en a un qui produit des ondes constructives, il y en a un qui produit des interférences constructives, alors que l'autre produit des interférences destructives. Vous remarquez certainement quelque chose au niveau de la disposition des ondes les unes par rapport aux autres. Ici, dans le schéma de droite, quand il y a un pic en haut, il y a un pic en bas. Quand il y a un creux en haut, il y a un creux en bas. Alors qu'à gauche, quand il y a un creux en haut, quand il y a un pic en haut, il y a un creux en bas. Quand il y a un creux en haut, il y a un pic en bas. Et voilà, ça c'est la seule différence entre les deux. Et cette différence, en fait, elle est suffisante pour expliquer pourquoi à droite on a des interférences constructives et pourquoi à gauche on a des interférences destructives. En fait, si vous remarquez, à droite, les deux ondes, en plus d'avoir la même fréquence, elles sont exactement au même tempo. Quand il y a un pic et un pic, quand il y a un creux, il y a un creux. Et ça, c'est un mot de vocabulaire important que je vais introduire. On dit que ces deux ondes-là sont en phase. Attendez, ça marche pas, je me fais boulier. On dit que c'est... Attends, je vais l'écrire. On dit que ces deux ondes sont en phase. Et ça, c'est quelque chose de très important. En phase, c'est que quand il y a un pic, il y a un pic, quand il y a un creux, il y a un creux. Les deux ondes ont été certainement lancées au même moment. Donc par exemple, on dit qu'elles ont été lancées maintenant. Et du coup, elles sont en phase. Alors qu'à gauche, elles sont en opposition de phase. Ça, c'est un mot à retenir. Opposition de phase. Ça veut dire que quand en haut il y a un pic, en bas il y a un creux, quand en bas il y a un creux, en haut il y a un pic. Opposition de phase. Ça veut dire qu'elles sont opposées carrément. Et si c'est ni l'un ni l'autre, si c'est moite-moite, s'il y a juste une onde qui a un tout petit peu de retard par rapport à un autre, mais pas suffisant pour être en phase, ni en opposition de phase, on dit simplement qu'elles sont en décalage de phase. Donc deux ondes cohérentes qui interagissent entre elles peuvent être dans trois cas de figure. Soit elles sont en phase, ça veut dire qu'elles sont parfaitement au même rythme, soit elles sont en opposition de phase, ça veut dire que leur rythme est parfaitement opposé, soit elles sont en décalage de phase, ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre, elles ont peut-être un quart de période de retard, trois quarts de période de retard, mais en tous les cas, ni une demi-période de retard, ni une période entière de retard. Et là, je me rends compte que je parle du mot retard, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer, et c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à utiliser des formules mathématiques. Du coup, on va enlever déjà celui-là, et on va juste laisser celui-là ici. Oui. Prenons par exemple une onde Y1, comme celle du haut, ici là. On envoie cette onde-là, et on continue à l'émettre de manière en permanence. Et juste après, on prend un deuxième émetteur similaire au premier. Si les deux émetteurs sont tellement similaires qu'ils produisent des ondes cohérentes. Et on active le deuxième émetteur avec pile
une période de retard. Comme il y a une période de retard, la première onde, elle a eu le temps de faire toute une période. C'est-à-dire qu'elle a eu le temps de monter, de descendre et de revenir à la case départ. Du coup, quand on active le deuxième émetteur, l'émetteur il commence aussi à la case départ, il commence au même moment. Du coup, les ondes vont être en phase, parce qu'on a décalé l'onde Y2 de pile une période. Si on avait décalé l'onde Y2 de 2 périodes, le résultat aurait été le même, les ondes auraient été en phase. Parce que l'onde 1 aurait eu le temps de faire une période, deux périodes, et juste quand elle va commencer sa troisième période, on active le deuxième émetteur, et donc les deux ondes sont en phase, et c'est très joli, très smooth. Voilà ce que ça veut dire. Du coup, en fait, on peut en déduire une formule. C'est quoi le retard? Le retard, c'est la différence de temps entre l'activation de l'émetteur 1 et l'activation de l'émetteur 2. Donc et en physique, le retard, ça s'écrit delta T, la différence de temps. Et c'est T minuscule, excusez-moi. T majuscule, c'est la température en physique. Ou alors, on l'appelle taux. Taux, c'est le retard aussi. Taux, c'est un T grec. Voilà, il est un peu moche le mien. Excusez-moi, je vais essayer d'en faire un plus joli. Voilà, c'est une sorte de T très stylisé. Voilà taux. Ça, c'est un plus joli taux. Et donc, quand taux est égal à un nombre entier de périodes, on dit que ça s'écrit KT. Grand T, c'est la période. Quand taux est égal à 2 périodes, 4 périodes, 18 périodes, 1024 périodes, quand le retard est égal à un nombre entier de périodes, les deux ondes vont être en phase. Pourquoi? Parce que la première onde elle aura le temps de faire un nombre entier de périodes, de revenir au départ, juste avant qu'on active le deuxième émetteur. Donc si K appartient à Z, ça veut dire que K c'est un nombre entier relatif, positif ou négatif. Mais donc si le retard est égal à un nombre entier de périodes, 8 périodes, 27 périodes, les deux ondes sont en phase. Ça c'est extrêmement important, c'est quelque chose d'essentiel à retenir. Par contre, attention, si nos deux ondes ne sont pas décalées par pile un nombre entier de périodes, là elles vont plus être en phase. Et même on peut trouver une formule qui nous dit quand est-ce que les ondes sont en opposition de phase, pas simplement en décalage de phase, mais en opposition de phase. Dans ce schéma, on voit que les ondes sont en opposition de phase. Et en fait, on le voit grâce notamment à la somme des deux ondes Y1 plus Y2 en bas qui montre le calme plat. Vous remarquez qu'en fait, pour que deux ondes soient en opposition de phase, il faut qu'elles aient pour différence une demi-période. Parce qu'une demi-période, ça correspond pile au temps qu'il faut pour faire soit une montagne, soit juste un creux. Ouais, soit un pic, soit un creux. Donc si on décale juste de une demi-période, si par exemple on lance l'onde Y1 et on décale l'onde 2 d'une demi-période, l'onde 1 elle a le temps de faire un pic. Ensuite, maintenant on envoie l'onde 2. Donc pendant que l'onde 1 fait un creux, l'onde 2 est en train de faire un pic. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et on obtient le résultat du diagramme. À chaque fois que l'onde 1 fait un pic, l'onde 2 fait un creux, et à chaque fois que l'onde 1 fait un creux, l'onde 2 fait un pic. Donc si le retard taux est égal à une demi-période, on a affaire à, donc ça c'est en phase, je vais juste mettre OP, opposition de phase. Si le retard est égal à une demi-période, on a affaire à des ondes en opposition de phase. Mais maintenant, si on retarde l'onde 2 de une période et demie, l'onde 1 elle a le temps de faire toute une période, donc de faire un pic, un creux. Une demi-période de plus, elle fait un pic, et là on envoie l'onde 2. Donc en fait, si on décale l'onde 2 de 2 périodes et demie, de 3 périodes et demie, de 4 périodes et demie, de 7 périodes et demie, de 12 périodes et demie, à chaque fois, les ondes seront en opposition de phase. Et comment est-ce qu'on écrit ça mathématiquement? En fait, pour que les ondes soient en opposition de phase, il faut qu'elles aient un nombre entier de décalage, de périodes de décalage, plus une demi-période de décalage. Du coup, on va reprendre une expression similaire à celle écrite là-haut. Si en fait, elles ont un nombre entier de décalage, par exemple KT, vous vous rappelez que KT c'est un nombre entier de décalage. Donc par exemple, KT ça peut être 18 décalages, 18 périodes de décalage, 29 périodes de décalage. Donc KT, plus une demi-période. Dans ce cas-là,
les ondes sont en opposition de phase. K toujours appartenant à Z. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement à retenir. Ces deux formules sont importantes vu qu'elles nous permettent de savoir quand est-ce que deux ondes sont en opposition de phase et quand est-ce que deux ondes sont en phase. Et là, ce que je vous explique avec la période, ça marche pareil avec la distance. Vous allez voir ce que je veux dire tout de suite. En fait, prenons deux lasers. Voilà, un là et un là. Et cette fois-ci, un qui s'appelle 1 et l'autre qui s'appelle 2. Cette fois-ci, on les lance toujours en même temps. Toujours. Il ne s'agit pas d'attendre et de décaler la période. Ce sont deux lasers qui produisent des lasers cohérents. Ils produisent tous les deux la même onde. Mais cette fois-ci, on les décale dans l'espace. Avant, dans l'exercice, on supposait que les deux émetteurs étaient juste l'un à côté de l'autre. Là, on crée une différence de distance. Si cette différence de distance, par exemple, est égale à pile une longueur d'onde, donc la longueur d'onde c'est lambda, si la différence de distance est égale à lambda, ça veut dire que le laser 2 a le temps de faire tout un motif avant de se retrouver au même niveau que le laser 1. Donc il a le temps de monter, de descendre. Là, il peut continuer à monter, à descendre, à monter, à descendre. Et du coup, le laser 1, il monte, il descend, il monte, il descend comme ça. Bon, c'est pas du grand art, excusez-moi, mais vous voyez bien que si on décale de pile une longueur d'onde les deux lasers, quand le laser 1 fait un pic, le laser 2 fait un pic. Quand le laser 1 fait un creux, le laser 2 fait un creux. Quand le laser 2 fait un pic, le laser 1 fait un pic, etc. Ils sont, encore une fois, en phase. Par contre, si on crée un troisième laser, et que cette fois-ci, on le décale de une longueur d'onde et demie, l'onde, elle a le temps de faire un pic, excusez-moi, là, c'est pas bien fait, elle a le temps de faire un pic, un creux, un pic et un creux, avant de revenir. Ouais. Du coup, comme on l'a décalé de une longueur d'onde et demie, elle va être en opposition de phase. On va continuer. À chaque fois que l'onde 3 fait un creux, les deux autres ondes font un pic. À chaque fois que les deux autres ondes font un pic, elle fait un creux, etc. Et du coup, vous vous rendez compte que c'est exactement le même scénario. Si on a un nombre entier de longueurs d'onde de différence, il y a des interférences constructives vu que les ondes sont en phase. Mais si on a un nombre entier plus 1,5 de longueur d'onde de différence, on a affaire à des interférences destructives vu que les ondes sont décalées. Et cette fois-ci, à la place de parler de retard, on parle de ce qu'on appelle décalage de marche. C'est écrit delta. Donc si delta est égal à un nombre entier de longueur d'onde, k lambda, k appartenant à z, on est en phase. Et si delta, la différence de marche est égale à k lambda plus 1 demi lambda, on a affaire à des ondes qui sont en opposition de phase. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a aidé. C'est pas très compliqué d'un point de vue mathématique, mais il faut faire un petit effort pour comprendre cette histoire d'opposition de marche, en phase, de décalage de marche. Et du coup, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé les pinceaux. Et on va reprendre en fait dans une prochaine vidéo sur les interférences, cette fois-ci en regardant les figures de diffraction qu'on a vues, parce qu'en fait, les figures de diffraction, elles sont aussi particulières à cause des interférences. Merci beaucoup.